Radio Cinémateur 95.2. Aujourd'hui, c'est Cyberculture et on accueille, comme je vous ai dit tout à l'heure, Anya et Brice qui étaient à l'Electronic Entertainment Exposition, donc l'I3. Donc qu'est-ce que c'est? C'est plus connu sous le nom de I3 ou Cube. Voilà. Tu vas y arriver. Ouais, non, mais c'est le réveil, hein, c'est pas forcément évident. Donc c'est un grand salon international du jeu vidéo et du loisir interactif qui a lieu aux États-Unis suite donc à une refonte du salon, parce qu'il y avait une édition en 2006. Oui. Son nom donc a été modifié pour devenir l'I3 Media and Business Summit lors des éditions de 2007-2008. Donc en gros, c'est un grand salon de journalistes, ça se passe à Los Angeles et il y a les plus gros qui sont mis à l'honneur, donc des constructeurs de machines, Nintendo, Sony, Microsoft et des éditeurs, donc EA Games, Activision, Ubisoft et bien d'autres. Bon, alors, tout à fait. Qu'est-ce que c'est? C'est le plus grand salon de jeux vidéo au monde, pour le moment. Elle n'a pas été égalée, on va dire. Donc ce qui est assez impressionnant et qu'on peut noter dans l'e-Cube par rapport aux autres salons, c'est qu'il y a les moyens déjà. Donc on voit les stands. Donc on voit que dans le jeu vidéo, quoi qu'il arrive, il y a l'argent. Ouais, il y a de l'argent, mais c'est un business, c'est une industrie maintenant. C'est un secteur qui est plus important que le cinéma maintenant. Donc, T'aimes bien marcher sur les deux de pied à Anya pendant qu'elle parle. Tout à fait, j'aime bien parler. Mais si tu veux parler, je te laisse parler, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc en gros, il y a des moyens, oui, puisque maintenant c'est devenu une industrie. Donc on a beaucoup de jeux à succès qui continuent, des jeux à saga, et ça revient un peu sur le devant de la scène à chaque fois. Et avec toujours plus de pubs, toujours plus de vision dessus. Et on peut noter que déjà à l'e-Cube, il y a des moyens qui sont mis en place, puisque les stands sont vraiment immenses. La place aussi qui est prise est assez importante, puisque c'est pas genre deux halls, c'est pas un seul hall, c'est deux halls, plus un troisième au sous-sol et encore au-dessus avec des rooms privés. Et dans ces différents lieux, donc on a une partie où c'est les éditeurs, donc Ubisoft, EA, tout ce que tu connais en tant qu'éditeur de jeux vidéo connu sur le marché actuellement. Et dans notre partie, tu as les constructeurs. Donc tu as Microsoft, Sony, Nintendo qui sont présents et qui vont présenter donc leur nouvelle console là cette année, qui était, on va dire, le plus important. Et ensuite, en dessous, on a la partie professionnelle, où il y a les rencontres professionnelles, donc sûrement tout ce qui est game designer, level designer, qui vont donc aller à la rencontre de leurs futurs patrons. Et au-dessus, ce sont donc des private rooms, des endroits un peu plus privés pour poser des interviews et tester les jeux, on va dire, dans un côté un peu plus reclus. C'est quelque chose, là on comprend bien dans ce que tu dis, c'est quand même une grosse structure, une grosse infra. C'est comme je disais tout début de l'émission, le jeu vidéo aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu faire une émission avec vous, c'est pour bien comprendre aussi qu'on est dans le troisième monde. Qu'est-ce que j'appelle le troisième monde? On pourrait l'appeler autrement, bien sûr. Mm-hmm. Le premier monde, c'est le monde réel. Le deuxième monde, on va dire, c'est l'Internet, ce qu'on a aujourd'hui. Mais ce troisième monde, c'est le monde de l'évasion, de se mettre dans un jeu vidéo, de se mettre à la place d'un personnage. C'est peut-être un autre terme, je sais pas, mais moi, je le vois comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'on regarde le jeu à la troisième personne, carrément. Enfin, on se met dans la peau. On se met dans la peau dedans. Enfin, on va le jouer. C'est un peu comme un jouet, sauf qu'il est virtuel. Il est pas existant réellement. Mais on va se plonger dans le personnage avec vraiment les décors qui sont présents. Enfin, moi, je sais pas comment tu le ressens, mais moi, je le ressens comme ça, comme un jouet à l'équivalent des Playmobil ou des Lego. Je joue, mais à travers une manette, quoi. Je contrôle un personnage que je joue. L'abus de game est peut-être dangereux pour la santé. Non. Faut dormir la nuit. Hein. C'est un peu addictif quand même. Hein. Oui, ça peut être addictif chez des personnes, mais c'est comme tout. On est addictif à la nourriture. Qu'est-ce que vous avez vu dans ce salon? Là, je vois que quelque part, à Los Angeles, en plus, aux États-Unis, j'ai mis un peu ma petite cravate américaine quand je suis allé à New York, c'est pour me mettre dans l'ambiance et se détendre. Qu'est-ce que vous avez vu d'original, d'extraordinaire là-bas? Parce qu'on est quand même à l'ère du entre guillemets, connecté. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu, par exemple, dans cet univers du connecté, hormis les Google Glass? Qu'est-ce que vous avez vu de nouveau? Il y avait des Google Glass qui se baladaient, mais est-ce que tu veux... quelque chose, puisque c'est vrai qu'il y avait une Google Glass, on a vu passer une Google Glass pour tout ce qui est connecté. Sur une femme ou sur un homme? Sur un homme, un barbu. D'accord. Et il s'est pas fait frapper dessus quand il était au McDo, non? Non, okay. Il passait très vite par contre, okay. Limite il courait. Ok. Donc ce qu'on a vu surtout, c'est on reste aussi sur le jeu vidéo mobile, avec toujours la présentation de jeux sur la PS Vita. Sur un peu l'innovation, ce qu'on a vu, c'est sur les différentes consoles, l'utilisation des tablettes, les tablettes personnelles pour pouvoir jouer avec sa console. Donc c'était Razer qui faisait ça. Exactement. Et on avait aussi Nvidia avec la Shield, qui était une manette avec un écran dessus. C'est-à-dire donc la manette
sur la manette, c'est intégré, donc c'est une console portable, mais sous la forme d'une grosse manette, tout simplement. Ça, non, pas une grosse manette, c'est la manette d'une taille d'une Xbox 360, et il y a juste en fait un écran qui est appliqué dessus. Okay, en donc fait, la taille d'une Xbox, ok. C'est ça. Donc c'est du portable. C'est une Shield portable. C'est une Shield, c'est tout à fait portable. Ils ont voulu tester un peu les capacités de leur processeur pour montrer ce que ça avait dans le ventre. Et donc ils ont fait une console pour montrer, voilà, on est capable de faire ça, à vous maintenant de faire ce que vous voulez avec. Disons qu'il y a eu pas mal de gestations avant sur Internet avec Razer qui avait présenté un ordinateur portable tout petit où en fait on pouvait jouer comme l'équivalent d'une manette puisqu'il était adapté pour 2 mains. Et on pouvait jouer donc à League of Legends ou World of Warcraft, mais directement avec des boutons qui étaient customisables. Donc c'était des espèces de mini LCD et des icônes, et on pouvait appuyer rapidement dessus plutôt que d'appuyer avec notre souris. Et le souci, c'est que... Mais quand tu dis écran, c'est un écran tactile qui... c'est un écran des mini-écrans, en fait, à la place de tes touches de clavier, c'est des mini-écrans, en fait. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas déposé le brevet. Et par la suite, il y a eu tous ces petits gadgets tactiles qui sont arrivés par la suite, qui sont un petit peu, on va dire, mimétisés sur ce qu'ils avaient fait et voire adaptés un peu plus loin le projet. Donc c'est un peu dommage puisque moi j'attendais un petit peu ce petit ordinateur et on n'a pas encore d'équivalent actuel, ce qui est dommage. Et bon, pour ce que tu disais de l'innovation qu'on a pu voir sur le salon réellement, au niveau des stands, on avait Activision qui avait mis le budget, mais le paquet, quand je te dis le paquet, je crois que j'ai jamais vu ça. Ils avaient des écrans qui étaient sur des bras articulés, donc qui se baladaient sur les côtés. Donc tu avais 4 bras articulés. Et en fait, à l'intérieur, tu avais un écran à, je redirais, à peu près 180 degrés, comme ça, avec une sono de fou. Et en fait, tu arrivais sur une sorte de plateforme au centre et tu pouvais admirer les bandes annonces en grandeur nature, quoi, avec un son de fou, quoi. D'autres salons, comme d'autres stands comme Ubisoft, avaient mis aussi les moyens pour Just Dance, donc avec une piste centrale et avec plein d'écrans tout autour qui permettaient d'avoir toute l'actualité sur les différentes bandes annonces et différents jeux. Donc il y a beaucoup de moyens qui ont été impliqués. Il y a aussi la partie rétro gaming qu'on parle pas souvent, et là ce qui est marrant, c'est que ça a été vachement présent sur le salon de l'eCube, avec des nouvelles consoles, avec tous les émulateurs. Je rappelle ce que c'est le rétro gaming, c'est simplement le fait des anciennes consoles. Il y avait même Doug qu'on avait invité de mo5.com, l'association qui expose, qui a même exposé au Grand Palais, et en remettant en avant excusez-moi, les anciennes consoles, donc les Nintendo, les Genesis, de la Mega Drive, de chez Sega, etc. En fait, toutes les anciennes consoles qui ont existé, et en fait le vintage, voilà. Et en gros, ils ont fait des nouveaux, on va dire, des boîtes un peu rétro, et dedans, il y a tous les émulateurs des différentes consoles existantes depuis ce jour, à part les nouvelles, bien sûr, puisque c'était la partie rétro gaming. Et on avait donc aussi la Ouya qui était présente, donc celle qui fait aussi beaucoup parler d'elle, parce que c'est du cloud gaming. Alors justement, une particularité de la Ouya, elle n'était pas présentée dans le salon, elle était présentée à l'extérieur. C'est aussi notre aspect du salon de l'eCube. C'est le principe du cloud, on n'a pas forcément être au bon endroit. Exactement. Et donc, il y avait toute une partie des éléments qui étaient présentés à l'extérieur, en marge du salon. Et donc on a pu assister justement à la présentation de la Ouya à l'extérieur. Alors juste un petit rappel, on a un chat.rim952.fr, chat.rim952.fr. Vous pouvez poser vos questions à partir du chat. Si vous avez des questions sur l'i3, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de règle. Vous mettez simplement votre nom d'utilisateur ou ce que vous avez toujours voulu avoir comme nom, comme prénom, comme pseudo. Donc chat.rim952.fr est accessible aussi à partir de notre site internet www.icimaintenant.com. On a aussi notre télévision expérimentale Time qui permet de regarder notre émission en direct. Allez. Donc justement, si vous voulez poser des questions sur l'eCube, puisque justement nous c'était la première fois qu'on y est allé, si vous avez des questions en tant que personne extérieure qui n'y sont jamais allées, vous pouvez y aller aussi. Parce que justement, nous, on a... J'ouvrirai à l'antenne, même l'antenne est ouverte. 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20 pour poser vos questions, ou si vous aimez bien sûr le jeu vidéo, appelez, vous êtes les bienvenus. Je te laisse continuer. Tout à fait, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on a pu aussi participer aux présentations des nouvelles consoles, qui sont très polémiquées en ce moment sur Internet. La Xbox One, la PS4. Tout à fait. Donc notre tour, c'est vrai que quand on rentre dans
dans cette espèce de sphère de présentation de console, il y a une ambiance qui est émanée comme une sorte de concert, on va dire. On arrive à un concert, spectacle, show must go on, pardon. Et la Xbox One, quand j'en suis ressortie, c'est vrai que j'ai eu ce côté un peu wow effect. Donc en gros, tu ressors, tu fais waouh. T'as limite envie de l'avoir, quoi, en fait. Ouais, c'est le show, c'est ah le show à l'américaine qui fait qu'il se rentre dans le cerveau. Et ce qui est bien, c'est que comme j'avais pas de connexion internet, comme ça, j'ai pas pu me faire clasher par avance, parce que ce qui est bien, si on est journaliste ou même blogueur ou autre, c'est d'arriver dans ce genre d'événement et de se poser juste après pour avoir une réflexion, puisque justement, faut pas oublier que la Xbox One, c'est un petit peu la petite quenelle de Microsoft, j'ai envie de dire quand même, parce que y a ce côté où c'est une boîte et c'est un système de cloud gaming. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est un système qui n'est pas... Explique ce que c'est le cloud gaming, s'il te plaît. Le cloud gaming, en fait, si moi, je le sais, mais certaines personnes ne le savent pas, les auditeurs qui écoutent. Tout à fait. Donc, le cloud gaming, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un accès à Internet sur lequel vous aurez donc votre compte et tous vos jeux, un peu à la manière de Steam. Donc, tout votre jeu, à la différence que là, ça va être joué en direct. Ça va être des serveurs qui vont faire tourner votre jeu à la place de la console, du support sur lequel vous utilisez. Donc lui, tout ce qu'il va faire, c'est afficher. C'est du stream en fait, c'est plus ou moins du stream. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la notion de carte graphique, la notion de processeur, c'est porté ailleurs. Tout à fait. Okay. Alors la particularité, puisqu'on a eu la chance aussi de pouvoir participer à une présentation privée de la Xbox One, où les gens présentaient, donc les différents techniciens présentaient un peu les capacités de cette console, et ils ont particulièrement parlé du cloud gaming. Alors pour Xbox One, il y a une partie qui est calculée par la console et une partie qui est calculée donc, par le cloud, par les ordinateurs distants. Tout n'est pas calculé en pur stream sur les ordinateurs distants. C'est un mélange des deux pour essayer d'alléger le besoin de calcul, la voracité de la console. Voilà, donc en gros, on nous vend une console qui vaut voire quasiment aussi cher qu'un ordinateur portable qu'on peut s'acquérir sur le marché. Donc c'est 600, j'avais vu le prix, je crois que c'est 600. 499, okay. Voilà. Donc en gros, on a une console qui est assez chère, alors qu'au niveau composant à l'intérieur, elle n'a pas grand-chose. Elle n'a pas grand-chose dans le ventre. Et tout le reste va se faire donc forcément par distance. Et comme c'est une console qui va nécessiter une connexion en temps réel tout le temps sur Internet, c'est là le problème qui est, j'ai envie de me barrer en voyage et je vais prendre ma console avec moi, j'ai pas de connexion Internet, je ne peux pas y jouer. Voilà, donc une console qui va pas servir à grand chose pour le moment. Et justement, dernièrement, on a eu Microsoft qui est revenu un peu sur ses décisions, qui ont voulu enlever ce système de DRM. Et le problème, c'est bien de vouloir changer votre position sur le cloud gaming, mais est-ce que votre console, au niveau de la puissance de votre machine, vous allez la changer? Parce que là, on n'a toujours pas de nouvelles là-dessus actuellement. Donc... on va dire qu'on est mitigé toujours sur cette console. Moi, je ne conseille pas encore aux gens d'aller l'acheter tout de suite, d'attendre un petit peu ce qu'ils vont présenter. À contrario de Sony, qui lui ne change pas grand-chose, il change la puissance de sa console. Voilà. Il représente ce qui s'est fait par avant, mais avec plus de puissance. Alors j'ai une question de chat. En plus, Coyote, peut-être vous ne le connaissez pas, mais il est déjà passé à la radio. C'est un mec de la scène démo. Salut à toi, salut. Coyote. Donc, question est-ce que le cloud gaming, à votre avis, vu le faible développement en France du très haut début, est-ce que ça a vraiment un avenir? Par exemple, lui, je sais qu'il a 50 bornes de Paris, il n'a pas forcément une super connexion. Est-ce que c'est un avenir quelque part? Parce que la Xbox One, au fond de la campagne, est-ce que c'est valable? Non. Pour ma part, si on réfléchit déjà sur la France, comme il dit, c'est le développement du haut débit, très haut débit, c'est pas encore ça. Ce type de console, pour moi, pourra marcher que sur les grandes agglomérations. Et même en France, les grosses agglomérations où il y a du débit. Après, il faut penser aussi aux différents marchés, par exemple au Maroc ou en Thaïlande, etc. Est-ce qu'il y a des joueurs aussi dans ces régions-là, et du coup, ils ne pourront pas utiliser ces technologies-là. À mon sens, on abandonne un peu, en ayant une console totalement connectée, on abandonne plein de marchés. Et c'est pas bien. La polémique qui a été dite sur cette console, c'est quelque part le fait qu'on est obligé d'être connecté pour jouer. Exactement. Contrairement à son concurrent Sony sur la PS4 où on n'a pas cette obligation. Exactement. Alors, de ce qu'on pourrait finir par dire, c'est que de toute manière, c'est une console, Microsoft, il ne faut pas se leurrer, c'est beaucoup plus adapté au marché américain qu'au marché européen et même, j'ai envie de dire, japonais, puisque ce sont quand même les 3 marchés émergents qui consomment beaucoup de jeux. Le Japon, il ne faut pas l'oublier, les gens ont des petits appartements, un peu comme à Paris, on pourrait aussi nous dire aux Parisiens.
Le souci du Kinect, il faut être quand même à 2 mètres de distance généralement, le Kinect 1 qu'on connaît. Le Kinect 2 a donc un développement beaucoup plus poussé sur ce qu'il va pouvoir capter. Le problème, c'est que les jeux seront faits par rapport à un salon de 2 mètres de distance, à mon avis, puisque tout ce qu'on a vu en présentation, c'était des présentations à peu près 2 mètres de distance. Ce qui fait, et ce qui revient aussi au même point... c'est la console de la fracture numérique, ce truc. Hein. Voilà. Si t'as pas un grand appartement, si t'as pas la fibre, elle n'est pas faite pour toi. Donc voilà, donc il y a déjà ça. Et le problème, c'est que un Japonais dans sa chambre, il va pas pouvoir jouer à la Kinect, déjà, puisqu'il va être limité à l'espace qu'il y a dans sa chambre. Donc ils nous disent que oui, elle peut connecter de plus près, mais ça va dépendre aussi des développeurs qui derrière vont développer les jeux, qui vont sûrement développer pour une reconnaissance visuelle intégrale du corps. Et c'est là le problème, on va dire, émergent sur la Kinect, qui sera adapté qu'à un seul marché. Autre point, puisque justement je vois quelqu'un qui parle de l'espionnage, donc Nephrenis, il ne faut pas l'oublier exactement que Microsoft veut donc que la console soit connectée H24, et donc vous serez donc filmé. Vous aurez aussi votre pouls qui sera mesuré. Vous serez filmé puisque enregistré. En plus, il faut utiliser forcément la Kinect. Donc les caméras sont toujours en face de vous. Et si vous la débranchez, votre console ne fonctionnera pas. Voilà, elle s'arrêtera. Voilà. C'est le problème, c'est qu'il faudra toujours être toujours être devant la caméra pour pouvoir jouer, même à un jeu où on n'a pas forcément besoin de la Kinect. Même si on a vu une petite démonstration qui était intéressante, où on jouait, et si par exemple on voulait se protéger avec la main, parce que c'est des fois des réflexes qu'on peut avoir, c'est ce qu'ils ont étudié, qu'on a de temps en temps des réflexes où on veut se protéger parce qu'on va se faire toucher, va nous créer, on va dire, un bouclier selon ce que les développeurs vont faire sur un jeu. Et là, ils nous ont montré des exemples sympas. Le problème, c'est qu'on a tout ce côté derrière qui nous fait un peu peur, l'espionnage, le fait d'enregistrer nos voix, un système de publicité qui pourrait, par rapport à nos mots, ce qu'on va dire au niveau des mots, va dire « Ah bah tiens, regarde, à la télé, il y a ça, par rapport à ce que tu as parlé dernièrement. » Donc en fait, c'est une console dont il faut beaucoup se méfier. C'est-à-dire qu'il faudra beaucoup analyser avant d'aller s'enquérir l'acheter. C'est Prism qui s'invite chez toi. C'est un peu ça, ou Big Brother. Moi, je sais que si j'achète une Xbox One, ce qui peut arriver, puisque c'est quand même une console intéressante malgré tout, je sais que je la débrancherai électriquement. C'est genre HAL, c'est de l'espace. Est-ce que je peux aller dormir? C'est un peu ça. Il y a eu beaucoup de petites images un peu trafiquées sur la Xbox One où on voyait l'œil d'Alf qui disait je ne peux pas vous permettre de jouer à ce jeu puisque vous n'avez pas l'âge ou j'ai pas envie que vous y jouez. Il y a un truc mieux à la télé à regarder. Enfin bref, voilà, c'est assez drôle. Ok, bon, on va faire une petite pause, le temps de faire une petite pause, tout simplement. On se retrouve tout de suite après ça. Vous pouvez bien sûr appeler au 08 92 23 95 20. Je vous rappelle qu'on a un chat.rim 952.fr. Vous êtes chaud là, ça se connecte de plus en plus. Vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de règle, le guide et mot de passe. On est avec Anya, avec son t-shirt Superman, et Brice qui essaie de regarder l'écran. Tout va bien, allez. A tout de suite, 08 92 23 95 20.
there's something about us I want to say, 'cause there's something between us anyway. I might not be the right one, it might not be the right time, but there's something about us I've got to do, some kind of secret I will share with you. I need you more than anything in my life, I want you more than anything in my life, I'll miss you more than anyone in my life, I love you more than anyone in my life. Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, on parle de l'I3. On est avec Anya et Brice. Bonjour à vous. Alors, on parlait du cloud sur la Xbox One. Vous voulez rajouter quelque chose ou avancer vers un autre stand, qu'on peut dire ? On voit qu'ils sont revenus sur une décision, puisque l'a fait remarquer... mince, je ne sais plus son nom. Il y en a un sur le chat qui a fait remarquer que c'est vrai qu'il y aura la possibilité maintenant d'acheter d'occasion un jeu. Le souci ne viendrait pas de ça pour le moment, puisqu'il faut bien revenir sur un truc, c'est certes, parce que là, ils sont en train de se noyer dans... Comment dire ? Tout ce qui est dématérialisé, quelque part, tu ne peux pas le revendre d'occasion à quelqu'un. Tout à fait, donc, mais il y a encore, ça va beaucoup plus loin que ça, en fait, parce que justement, quand on va acheter un jeu, on va l'acheter, on va dire, à moitié prix dans un magasin, Xbox One, donc un jeu Xbox One. Par la suite, on va le mettre donc dans la console, et on va devoir payer le reste sur le système de cloud. Après, ok, on peut le revendre d'occasion, mais ça c'était plus ou moins prévu, mais ils voulaient le revendre en dématérialisé de toute manière. Donc c'est ça le problème. Après, il y a aussi, il faut se poser la question de pourquoi ils veulent faire ça. Et en réalité, c'est pourquoi ils veulent faire ça, c'est parce que les développeurs aujourd'hui, on en a un peu assez de voir les jeux revendus, re-revendus et re-revendus sans toucher, d'avoir un retour. Cette revente. Pour moi, pour ma part, quand je vais revendre un meuble Ikea que j'ai acheté, Ikea va pas toucher l'argent. Donc je suis pas forcément d'accord avec cette vision-là. C'est pour ça que je suis pas forcément d'accord avec la vision qui a été mise en place sur la Xbox One de devoir repayer les développeurs quand je vais revendre mon jeu. Tout à fait. Il y a comme cette notion que tu as le droit de revendre ton jeu virtuellement parlant, mais ils prennent leur com dessus. Exactement. Exactement. Puis de toute manière, faut dire ce qui est. On va avoir un voisin, on va lui vendre le jeu. S'il n'y a pas de magasin pour les revendre, on se débrouillera autrement pour les revendre. Donc de toute manière, je pense que ça ne sert à rien de vouloir contrôler tout ça. Déjà. Voilà. Dans tous les cas, je pense. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez vu voilà, on a parlé de la Xbox One qui a pris grave, parce qu'on a vu sur Facebook que ça tournait. Il y avait une comparaison entre la PS4, bien sûr, et la Xbox One. On comprend bien qu'aujourd'hui que c'est un petit peu... on n'a pas envie forcément... En plus, elle coûte plus cher que la PS4. Je crois que c'est 100 € moins cher. C'est 100 € moins cher la PS4. 100 € moins cher. Et derrière, tu n'es pas assujetti à ce genre de contraintes où tu dois stocker tout chez eux et rien chez toi.
Ouais, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la PS4 comment dire, la prestation qu'ils ont fait, c'était une claque monumentale c'était une claque historique, j'ai envie de dire, par rapport à Xbox. Bah déjà, c'est la première claque, ça a été quand il y a eu ce clash avec justement les gens de chez Sony qui disaient, ben nous, on n'aura pas besoin d'être connectés, on n'aura pas, vous pourrez revendre vos jeux, vous pourrez faire tout ce que vous faisiez avant sans aucun problème, et ça voulait dire contrairement à ce que vous propose Microsoft. Voilà. Et à ce moment-là, quand on est dans la salle et que tout le monde applaudit, on applaudit aussi forcément. Non, c'est vrai, c'est en mode Pavlov, quoi. Tu applaudis comme tout le monde. Voilà. Comme tu disais tout à l'heure, tu as ressorti des trucs, j'ai envie de l'acheter, mais derrière, Faut réfléchir à tout ça. Ils ont essayé de faire genre, ce n'est pas la peine de les contrôler. Voilà, faut faire en fait la part des choses quand même, parce qu'on est dedans, c'est comme on va à un concert, on va apprécier le concert, mais il faut aussi faire la part des choses. Est-ce que la personne qui est le chanteur est quand même quelqu'un de bien en dehors ? Enfin, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on a le côté wow effect, le spectacle, c'est waouh, c'est impressionnant, et on ressort et on se dit bon, faut quand même plonger sur les caractéristiques exactes de la console, ce qu'ils proposent réellement, et pour la PS4, moi je vais pas vous dire que c'était la conférence du siècle. C'était une présentation correcte de ce qu'ils voulaient faire. Ça continue dans une suite logique. Il n'y avait pas plus d'avancement. Ils nous ont pas proposé, on va dire, d'évolution gameplay pour le moment, même s'ils nous proposent une évolution tactile avec leurs manettes et en plus des tablettes. Souci, c'est que ça nous envoie pas plus de réflexion en disant est-ce qu'il y a eu une évolution ou pas encore. Ok, ils ont évolué leurs graphiques, leurs compétences. Pour appuyer un peu ton discours, en plus, quand tu ressors... Mais pas trop fort. Quand tu ressors de la présentation, la chose qui a vraiment marqué, c'est le clash contre Microsoft. C'est pas forcément les jeux qui vont présenter, c'est pas forcément la console. Non, c'est ce que disait Fleur sur le chat en disant que, entre guillemets, bon, ça c'est la mode de se moquer, qu'on dit troller. Oui, tout à fait, le troll. Voilà. Et, en gros, c'est une bonne béquille qu'a fait Sony à Microsoft. C'est un très beau coup marketing, surtout. C'est un coup marketing, mais du coup, moi je trouve un peu dommage qu'on fasse pas vraiment le focus en sortant en se disant c'est une bonne console, ou tiens, ce jeu-là m'a marqué. On a surtout retenu ce clash, quoi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, à qui est, en gros c'est ça, en montrant nous on est les meilleurs dans cet univers, dans ce monde du jeu vidéo. Et c'est surtout, je sais pas si vous avez décidé ou pas d'en parler, de cette partie de démonstration de puissance de la machine, où il y a un réalisme tellement important. Donc c'est la démo de la PS4 là que tu m'as montré. La démo de la PS4, donc. C'est assez impressionnant, c'est-à-dire le facial. Mais pareil pour la Xbox One, parce qu'ils ont des super serveurs derrière qui carburent. Mais le problème c'est qu'on a pas. Là tu l'as dit justement. Mais ils ont des serveurs qui carburent, alors que là c'est la PS4 offline, elle le fait. Oui, offline, mais elle le fait. En offline, elle le fait. Justement, est-ce que, dans un sens, une Xbox One, on peut aussi partir dans ce concept-là, on va peut-être plus en acheter de console, ce sera toujours la même boîte qui va durer des années, puisqu'en fait, tout ce qui va évoluer derrière, ce sera uniquement les serveurs. Il y a aussi ça, il y a ce principe-là, il ne faut pas chier dans la soupe des constructeurs. Il faut voir les pour et les contre. Comme je dis, moi, je ne vais pas me ruer sur la Xbox One pour le moment, ça c'est clair et net, parce que ce côté espionnage, ça ne me plaît pas du tout. J'ai pas envie d'être obligé de connecter une caméra et un enregistreur pour jouer, ça c'est mort. Par contre, c'est sûr que la PS4, comme ils vont développer le Gaycan, je crois, un truc comme ça, comment ça s'appelle, ils ont un système de cloud qu'ils vont développer, en fait, qu'ils ont acheté. Le Gecko, je crois, ou un truc dans le genre, je sais plus. S'il y en a qui savent sur le chat, comme ça on pourra dire concrètement ce que c'est. Travailler un peu sur le chat, là vous êtes en train de dire des bêtises. On vous fait travailler un petit peu là. Il y a le chat, chat.1952.fr. Il y a Mega1200 qui met Back to the Root avec les manettes d'un Atari 2600 ou 7800. Et donc en fait, ils vont développer un système de cloud aussi par la suite, Sony. Donc attention aussi à Sony qui va arriver avec ça. Après, moi, je ne sais pas si tu te souviens de ce que j'avais dit un peu après la fin de l'E3. Moi, je sentais que Microsoft avait voulu s'engager sur le cloud gaming un peu trop en avance, parce qu'on a des problématiques, et justement, les chatters s'inquiètent de est-ce qu'on peut faire jouer à la Xbox One avec une simple ADSL. C'est pour ça, je pense qu'ils sont peut-être un peu trop en avance sur le cloud gaming et que le réseau Internet n'est pas encore prêt. Aussi, puisque les gens n'ont pas envie de se faire espionner si après on enlève ce côté Kinect, si tu enlèves la Kinect et tu te mets au même niveau que la PS4, qui n'a pas cette Kinect, il n'y a pas cet espionnage, il y a la notion de cloud gaming. Pour moi, ils sont arrivés trop tôt.
Mais à mon sens, ça va aller vers ça. De toute manière, mais il ne faut pas oublier que Sony aussi ont développé un Kinect dont on n'a pas entendu parler du tout. Et voilà, Doug vient d'arriver sur le Oui, chat. j'ai vu, il y a Doug. Il vient de dire sa Voilà, correction. le Gakkai, merci Voilà. Doug. Qui Merci beaucoup. était avec vous à l'I3. Tout à fait. Tout à fait. Il s'en rappelle. Ouais, donc le Gakkai qui va être développé par la suite, donc on en attend aussi beaucoup de choses derrière. On va voir ce qu'il va proposer, ce qu'ils vont faire, surtout quelle va être leur nouvelle politique là-dessus, puisqu'on n'en a pas plus d'informations. Par contre, Xbox One, oui, va se faire troller puisque ils sont en train de proposer quelque chose à un public qui n'est pas encore prêt pour ça et qui n'ont pas envie de se faire espionner gratuitement comme ça. En fait, on t'impose un truc qui t'emmerde carrément, un petit peu comme cette carte bancaire là, avec la puce magnétique, le paiement sans toucher avec paye ton RFID à l'intérieur. Et voilà. T'as un truc à rajouter là-dessus ou pas sur le cloud ou on passe à autre chose? Non, on peut peut-être rajouter ce que dit Doug. Ne confondez pas le cloud gaming et le calcul délocalisé. Puisque le calcul délocalisé, c'est ce que fait la Xbox One. Donc faire les calculs les plus lents et qui est le moins nécessaire de façon déportée sur des serveurs distants est le principal pour de la réactivité du côté de la console. Et qu'on a nous mélangé dans le cloud gaming aussi. D'accord. Il a corrigé les choses. Il a donné sa fessée en direct. Voilà. Alors donc, mais revenons là-dessus. Donc quelque part, il y a une partie qui est calculée au sens où on va prendre un jeu de voiture, par exemple, un jeu de course, on se met dans un truc, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ça qui sera calculée, hormis bien sûr de faire un nœud de connexion pour pouvoir jouer avec d'autres personnes. Donc ça, faut pas confondre. Donc ça, c'est normal, c'est le principe du serveur, le point de rencontre. Derrière, par exemple, dans un jeu de voiture, qu'est-ce qui va être calculé? Ça va être le décor, ça va être quoi exactement? Après, ça va dépendre de ce que voudront calculer les développeurs et sans impacter la fluidité. Dans une hypothèse, genre je coupe, que ça fonctionne quand même, mais je coupe la connexion Internet, je suis en fil de fer le décor, c'est presque ça aujourd'hui, ou fil de fer, non. Non, c'est-à-dire que si je coupe la connexion avec le serveur distant qui fait les calculs, parce que si je coupe quelque part, même ça ne peut pas fonctionner, c'est hypothétique, mais quelque part, si on coupait ces calculs-là, qu'est-ce que ça retirait? Est-ce que ça retire 40%, 60%, 20%? Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment répondre. C'est ça la question. Le problème, c'est que c'est pareil, on n'a pas eu plus d'informations là-dessus, on ne sait pas comment ils vont développer leur machine, comment on va développer leur cloud gaming. Là, même Doug, il balance un avis sur les calculs délocalisés serviront par exemple pas mal pour l'IA apparemment. Donc pour l'intelligence artificielle des personnages, des ennemis, enfin tout ce qui est péon quoi. Parce que tout ce qui est graphique, la console doit être capable de la gérer. Oui, on est d'accord, parce que sinon c'est de l'arnaque. Sinon, sinon c'est pas possible. T'achètes pas une boîte vide, il y a quand même une bonne carte graphique à l'intérieur, t'as quand même un bon processeur, c'est pas que du stream, c'est pas un terminal. Non, il y a Fleur qui répond en disant que si on se déconnecte, peut-être que les NPC seront moins intelligents. Ce qui pourrait pas être bête finalement, ce serait marrant. Mais ouais. Donc la NPC, donc c'est les personnages, c'est les AI. Les non-players, c'est les personnages non jouables. C'est les robots. Voilà, c'est des robots. C'est les robots, d'accord. Ouais. Donc de toute façon, voilà. Donc bon, le 3, qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'était, je pense, le salon pour le moment que j'avais envie de faire et surtout cette année. Vu l'annoncement des nouvelles des nouvelles consoles et des nouveaux supports. De toute façon, c'était le salon qu'il fallait parce que c'était les sorties des grosses consoles. C'est aussi l'évolution et le tournant que va prendre le jeu vidéo pour le moment, puisqu'on ne sait pas si dans 10 ans les constructeurs vont relancer une console ou pas. C'est un petit peu le point d'interrogation qu'on a. L'inquiétude de certains, et pour les PCistes, pas du tout. C'est le PC vaincra, alors que ça n'a pas du tout la même. Sachant que, juste une petite parenthèse, les développeurs aujourd'hui préfèrent largement de faire leur business sur les consoles. Vous savez pourquoi tout simplement que le piratage est plus complexe sur une console. Oui, ça se fait. Et leur business plan, ils le font quasiment et uniquement sur la console. Parce que j'avais discuté avec des gens quand je suis parti à Montréal de chez Eidos, etc. C'était leur stratégie. Et ils se disaient, voilà, ils savaient pertinemment pendant X, ils avaient sur console, ou même à l'époque de la PS3, même si elle s'est fait craquer, mais ils ont mis très longtemps, ils faisaient leurs chiffres là-dessus. Et sur le PC, ils se disaient, on la lance sur le PC, on s'en fout, on fera un peu d'argent. Mais le souci toujours, c'est... j'ai oublié ce que je voulais dire. Je t'ai perturbé. Tu m'as perturbé. Oui, de toute manière, sur toutes les consoles, il y a toujours eu du piratage. Elles ont toutes été. Moi, toutes celles que je connais sont piratables. Il n'y a pas de problème là-dessus.
Le seul problème, c'est qu'ils veulent toujours empêcher ça, repousser le piratage, nanana. Quelque part, j'ai envie de dire, le piratage n'est peut-être pas ce qui leur a boosté leur vente de certaines consoles, de certains jeux, parce que quand on ne sait pas si le jeu va être bien, on a envie de le tester quand même avant, parce que les démos, ça n'est pas vraiment représentatif du jeu. Et si le jeu, on l'a joué en une traite et qu'on va l'aimer, c'est comme un film qu'on va regarder télécharger. Si le film, on va l'aimer, ben derrière, on va l'acheter. Enfin, moi, je sais que la plupart de mes achats se font parce que j'ai vu le film et qu'il me plaît et j'ai envie de le garder en réel, en matériel, chez moi. Après, chacun sa mentalité. D'autres préfèrent le dématérialiser complètement. C'est un choix. Ou de le télécharger et de le supprimer juste après. Oui, tout à fait. Donc après, il y a ça. Mais oui, comme dit Doug, il y a quelques consoles encore qui ne sont pas piratables, la Wii U et la 3DS. En même temps, la Wii U, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à pirater. Et la 3DS, j'en ai encore aucune idée de pourquoi, du comment, ça ne se fait pas encore, mais ça va pas tarder, je pense. De toute manière, toutes les consoles ont une faille et seront trouvées à un moment donné ou à un autre. Comme on dit, quand il y a une protection, elle est faite pour être craquée. De toute manière. Mais le piratage, c'est pas bien. C'est pas bien, oui, voilà. J'ai perdu ma voix. Et quelqu'un a piraté ma voix. C'est encore un coup de Doug, ça, j'en suis persuadé. Question de Coyote. Je sais pas, Coyote, il est chaud aujourd'hui. Hein. C'est bien son pseudo. Pour la Nintendo, est-ce qu'il y avait des news pour Nintendo? Parce qu'on ne dit pas de cloud pour Nintendo. Là, c'est timide pour la Wii. Nintendo veulent le contrôle sur tout, de toute manière. Donc, de faire du cloud gaming, il y aura quelque part quelque chose qui va être un peu incontrôlable pour eux. C'est des gens qui ont, on va dire, tout fait eux-mêmes. Donc l'édition de leurs jeux, tout ça, ils veulent tout contrôler. Et donc par la suite, qu'est-ce qu'on a eu comme annoncement? Ils vont pas grandement évoluer, ils refont la même chose, c'est-à-dire les mêmes jeux, ils repartent sur des valeurs sûres. On a 2-3 jeux C'est un peu le défaut de Nintendo, à chaque fois qu'il y a une console de nouvelle génération, ils refont un remix de remix. Mario Kart. Il y a une petite évolution sur Mario Kart côté. Comme à l'école. Vas-y, parle. Non, ce que je voulais dire, c'est il y a aussi un autre côté, c'est que la Wii U, elle est déjà sortie. Et que là, Nintendo sert juste à assurer le coup avec des licences déjà utilisées, réutilisées. Qui sont certes bien faites, mais on vend toujours la même chose, quoi. Mais comme on dit, c'est bien fait, mais c'est des jeux qui s'achètent encore. Donc, qui s'achètent encore. Pourquoi est-ce qu'ils ne se permettraient pas de le refaire Exactement. Moi, je comprends dans un sens qu'ils veulent repartir sur des valeurs sûres. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils proposent un petit peu plus d'innovation, puisque la Wii U, il y a ce côté avec leur pad là, qui sert uniquement à la console, là. Qui a, on va dire, un développement particulier. Il pourrait faire des innovations gameplay. On n'a pas encore actuellement ce côté-là, ce que je trouve dommage. Donc le gameplay définit un petit peu, parce que c'est quoi gameplay, c'est la façon de jouer, donc le changement de jeu, c'est-à-dire qu'on a toujours la manette avec des boutons. Là, on a du tactile, donc ils évoluent entre le tactile et les boutons. Et le fait qu'aussi que un peut regarder un écran différent de l'autre aussi par rapport à l'écran en différence à la Wii U. Ce qu'ils vont faire aussi sûrement sur les prochaines consoles avec la PS4 et la Xbox One avec les tablettes qui seront adaptées dessus. Donc Nintendo, les quelques nouveautés que j'ai vues, c'est Sonic qui est assez impressionnant. Et encore, c'est pas une nouveauté, Sonic, c'est un jeu Sega qu'on connaît tous qui va dire ne réinvente pas non plus la poudre, mais qui a un gameplay très intéressant, très amusant. C'est un système de plateforme. Hein, c'est pareil, j'ai envie de dire, ça réinvente pas forcément peut-être la poudre, mais il est très amusant. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut retenir sur le jeu vidéo, c'est que c'est amusant. C'est le fait qu'il faut que ce soit ludique, un jeu vidéo en soi. C'est pour ça qu'on en parlait un petit peu rapidement tout à l'heure. Il ne faut pas abuser du jeu. Tout à fait, mais c'est ludique, donc c'est un jeu, c'est un amusement, et forcément avec Nintendo, Mario Kart va créer un amusement pour les gens, et c'est pour ça qu'ils iront acheter, et je comprends tout à fait ce point de vue. Donc, et comme dit Digit sur le chat, c'est pareil qu'avant, mais maintenant on le fait en HD. Oui, c'est vrai. C'est ça, maintenant c'est un peu ça, c'est HD, la qualité, c'est plus pixelisé. Si on prenait le premier jeu vidéo, le plus célèbre, le Pong, on est passé d'un pixel en HD. Ouais, on peut voir aussi le XOX qui était un morpion de l'époque.
On va reprendre un peu notre souffle. Ouais. On se retrouve tout de suite après. Je vous rappelle qu'on a un chat.riff952.fr. Il y a du monde. En plus, il y a du monde il y a du monde aujourd'hui. Il y a de l'informaticien, il y a du Flur, il y a du Adorou, donc il y a du Flip aussi. Il y a le Flip qui s'est connecté. Et bien d'autres, les Letka, comme d'habitude, les Xenou, les chiffrés. Ceux qui ne veulent pas prendre de pseudo, ils appuient simplement sur Entrée sur le chat. C'est assez mystérieux. Les Coyotes, les Pitouns, qui aiment bien toujours parler de sa box, la Freedom Box, et qui n'a aucun rapport avec l'émission d'aujourd'hui. On parle de l'I3 et on se retrouve tout de suite après cette petite musique de ton pote Steven Seagal. Tomorrow brings would it make you feel something so real, like you could speak your mind and whisper your wildest dreams? Well, girl, it's alright by me. There was a king who lived in a foreign land. Had riches and gold, the envy of every man. But he somehow missed out on what I have now. 'Cause every dream in this world all that I'll ever need. Well, girl, it's alright by me. Girl, it's alright by me. This is the kind of thing one might see in a movie. This is the kind of thing that inspires one's greatest poetry. Out of a million chances, who would have thought I'd be this kind of lucky one? Girl, it's alright. Girl, it's alright by me. Yeah, baby, it's alright. It's alright. Girl, if I should die and have to go away, I know I'll be back to see you another day. 'Cause this love that we have is one that will last. So let the mountain go cry, let the sky fall and die. We can't live in the past, and the future won't last. Well, if we live for today, it won't go away. So please, know it's alright. Girl, it's alright by me. Alright by me. Radio Simulator 95.2, c'était Steven Seagal, Girl It Is Alright, vous l'avez reconnu. C'est ma discothèque, j'aime bien, c'est mes trucs, c'est ma sélection. Peut-être, si un jour vous êtes sage, je l'inviterai à l'antenne. Non, c'est une blague. Bon, comment ça va ? Bah ouais, ça va. Ça va très bien. C'est Cyberculture, on parle de l'I3, vous y étiez, il y en a même certains qui sont sur le chat, qu'on a déjà invité, Adoro, sur son pseudo, mais qui est Doug de emo5.com. Parlons bien et parlons juste, là on parlait de le cloud, espèce de polémique qui a été développée là-dessus. Et qu'est-ce que vous avez vu d'autre ?
Ben, qu'est-ce qu'on a on vu innove, d'autre à part ça. Alors, on pourrait déjà, je pense, revenir un petit peu sur ce qu'on a vu réellement au salon de l'eCube, puisque justement, on partait un peu plus sur les constructeurs, la grande bataille et tout. Qu'est-ce que t'en as noté, toi? Brice, vas-y. Moi, ce que j'en ai noté, c'est déjà que dans le salon, il n'y a pas que des constructeurs, que des développeurs. Il y a aussi des vendeurs. Il y a une partie pour les vendeurs. Il y avait la partie rétro, comme tu disais tout à l'heure. Puisqu'il faut aussi rappeler que l'eCube, normalement, c'est la presse et le monde du jeu vidéo avec la vente et tout ça. C'est simplement pour le business aussi, c'est de se mettre en avant, Beaucoup de montrer son business, ouais. produit. Il y a aussi des petits éditeurs, hein, je présume, là-bas. Il y avait des petits éditeurs, des éditeurs, je crois qu'il y avait aussi pour du mobile, pour développement du jeu pour mobile, pour tablette. Ben, iPhone, Android, beaucoup Android on a vu justement parce que la Shield et même Razer, leur tablette fonctionnait beaucoup avec Android, j'ai vu. Donc on va dire Android mange beaucoup de marché en ce moment. Hein. Et il prend de la marge. Hein. Il prend de la marge. Ouais, donc Google avec ça, Tout à fait. donc, sur les smartphones entre le concurrent de Apple. la machine préférée d'Olivier. Olivier Voilà. qui est là en plus, qui sera présent pour la hotline et qui va vous aider pour vos problématiques dans le domaine du web. Il parlera aussi d'actualité, hein, parce que j'ai pas fait ma revue de presse aujourd'hui pour vous accueillir. Parce que bon, faut donner un peu de pain à manger à Olivier, hein, pour son actualité, hein, sinon il n'aura rien à dire. Tout à fait. Voilà. Donc là, on parlait des éditeurs. Vous avez vu quoi je sais pas, Euh, là, je parlais du réalisme aussi. Ce réalisme qu'il y a de plus en plus dans le jeu vidéo. Mhm. Et j'ai été assez impressionné. Après, vous m'avez dit aussi sur Xbox One, ça fait pareil, etc. Mais sur la PS4, j'ai été impressionné par cette démo. Avec l'espèce de sorcier. Donc la démo de Quantic Dream, ça. qui est une démo technique sur les capacités du moteur de Quantic Dream et aussi donc de la PS4, qui a des effets de réalisme assez poussés sur les visages, puisque Quantic Dream est spécialisé là-dedans, on va dire. Il veut faire du film, quoi. Donc voilà. Donc il veut le faire, son objectif est de faire passer les émotions via Tout à des fait. images précalculées comme ferait le cinéma. On dit du film multimédia, voilà. Voilà. Enfin, de toute manière, le jeu vidéo, quelque part, c'est un peu un film multimédia, sauf que c'est un peu le héros dont vous... ouais, c'est le livre dont vous êtes le héros, un peu. Donc voilà. Mais tu sais, c'est ce réalisme, comme je disais, sur le visage, ces expressions où c'est vraiment Et on voit même qu'ils ont même fait exprès quelque part de nous montrer que c'est de la 3D en temps réel. C'est de la 3D en temps Mais réel. ils auraient pu travailler sur les textures pour refaire, comme toi et moi, Emma, Brice, moi-même. On est sur place et c'est avec les mêmes mouvements, les motion pass, donc comme on appelle ça, c'est-à-dire les mouvements de bras qui sont excellents. Ah ouais, Il n'y a pas un paix, quoi. T'y crois. Ben, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de... Comment on appelle déjà ça du mocap. Donc le mocap, je vais expliquer ce que c'est. C'est en gros des petits points qui sont déposés sur des acteurs, qui seront calculés par des caméras, enfin vont être réceptionnés par des différentes caméras qu'il y aura dans une pièce. Et en fait, ils vont faire donc des mouvements. Donc en fait, c'est une personne qui est dans une combinaison qui va faire les mouvements. Donc la motion capture. Hein. Voilà, la motion capture, les mocap. Et ça va permettre en fait derrière aux développeurs d'avoir des mouvements beaucoup plus réalistes dans leur jeu. Donc c'est pour ça que le mouvement du bras, tu as dit, ah mais c'est vraiment comme un bras. Bah oui, puisque justement ils l'ont fait pour, c'est une personne qui a joué l'action du bras. Et la petite démo technique avec le sorcier, c'est celui où il y a les fonds verts après qui sont décollés et tout. C'est Voilà. ça. Donc justement, c'est pour revenir un petit peu presque dans une boucle, disant que ben voilà, le jeu vidéo pourrait vraiment avoir une entité et on va les mettre en scène. Le puisque, rapprochement avec le voilà. cinéma qui continue. Tout à fait. Ah non, mais ça, c'est sûr et certain. De toute façon, vu le budget annuel, je crois que ça se compte en milliards par an. C'est très impressionnant, oui, oui. Je vais même aller chercher pour la prochaine pause. J'irai chercher le budget exact. Hein. Je sais pas si peut-être Doug, hein, vous êtes sur le chat, vous connaissez le budget. Travaillez un petit peu, là, bonne de fainéant, à chercher le budget du jeu vidéo mondial, bien sûr, mais je pense que ça se compte vraiment en milliards. Hein. Ah oui, Et quand on parle de l'industrie du cinéma, forcément, quand on voit les introductions, même à l'époque, les introductions, donc c'était du précalculé, ils avaient des grosses machines derrière qui créaient donc ces fameux points AVI, entre guillemets, donc ces vidéos encodées. Mais aujourd'hui, on a cette capacité de ne plus passer par ça. Et passer directement en temps réel et de fournir sa Donc vidéo. le temps réel, là, je rappelle ce que c'est simple, hein, c'est la puissance de votre carte graphique, le processeur de votre console, parce qu'il y a quand même un processeur, hein, c'est un ordinateur, hein, même si on l'appelle console, sauf que bon, bah, voilà, qui va créer
en temps réel, dessiner en temps réel sur votre écran et après faire les mouvements en fonction de ce que vous allez lui donner en coordonnées. Et c'est ça qu'on appelle le temps réel. C'est-à-dire, c'est pas un film, c'est pas un vidéo, c'est pas une PEG vidéo qui va être lu. C'est pas du Tout à fait. image C'est pas un- par voilà, image. c'est pas un C'est du DVD. calcul. C'est du calcul. Tout à fait. Donc voilà. Il y a des questions ou est-ce qu'on continue à parler sur l'e-cube Alors, pour, par la suite? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a testé des jeux en privé. Vous avez marché, hein, par contre. Hein. On a beaucoup marché. beaucoup marché. T'as rencontré quelqu'un de super important. Oui, Ouais, ouais. Où t'as bloqué et c'est Doug, il a essayé de parler en japonais mais il a foiré. C'était le mec de Metal Gear, c'est pas ça? Ah ça. non, c'est Konami, Kojima, Ouais. oui. Kojima. Qui? De Metal Gear, Oui. ceux qui connaissent. Le créateur de Metal Voilà, Gear. voilà. Donc voilà. C'était un peu Et alors intimidant, n'est-ce pas? Bah, je sais pas, j'allais pas l'emmerder. Il était en train de jouer. Attends, quoi. tu racontes ton maître, tu Il bloques. jouait à Russian Attack, j'allais Ouais. pas l'emmerder. Il jouait en plus avec la borne et tout. Attends, je raconte c'était Steven émouvant. Seagal, j'essaie de lui déboîter l'épaule. Hein. Direct, hein, c'est mon maître. Non, mais voilà, non, il jouait dans la partie rétro gaming parce qu'il faut savoir qu'il y avait une petite partie rétro gaming où il voulait exposer un musée aussi version américaine, on va dire MO5 version américain, où ils exposaient en fait tout ce qu'ils avaient dans leur stock de jeux rétro gaming. Donc on avait des Vertex, on avait la NES, les bornes d'arcade toutes connues, donc on avait même du Pong, enfin tout ce qu'on, Des pièces rares aussi. voilà, des pièces rares. Comme- Donc comme c'est Comme pièce Ouais, rare. là, Du old school, hein. du old school, school, genre, ah oui, oui. Genre la souris en carton, des trucs comme ça, non? des kits de développement. Des, Ok, donc- des on va dire des tablettes NES, enfin des tablettes, des cartouches NES avec du dev dedans. Enfin, il y avait pas mal de pièces de collection vraiment très intéressantes qui étaient exposées. Donc les kits de développement, c'est quand tu es éditeur, le constructeur va te filer par exemple une PlayStation spéciale qui te permet entre autres de la programmer tout simplement. Parce que Voilà. avec ce De kit, fabriquer les jeux. de fabriquer ton jeu. Et le constructeur, la plupart du temps, il les donnait ou il les vendait, mais ça coûtait une certaine fortune. Tout à fait. Donc voilà. Donc il y avait cette partie exposée. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre encore? Parce que là, tu m'as coupé dans mon élan. Mais tu prends des notes. Je prends des notes, oui. Tu vois, je prends des notes. Regarde, J'en ai marre. pareil. Regarde. Ah là là. dans la tête. Donc on a beaucoup marché, oui. On a testé des jeux aussi qui étaient présents là-bas. Donc Saints Row 4 en room privé. Donc non, ce n'est pas vos esprits tordus qui vont imaginer ce que vous avez envie d'imaginer. Connaissant l'univers Saints Row. Donc on avait vraiment un endroit un peu adapté à la Maison Blanche, on va dire. Ils ont décoré un peu ça dans le style Maison Blanche. Et on a pu tester donc Saints Row 4, le prochain qui va sortir. Et c'est assez... comment dire Un peu barré, complètement barré. je sais pas s'ils se droguent à quelque chose ou s'ils se droguent pas, mais enfin quoi qu'ils fassent, je pense qu'ils sont déjà bien au taquet. Hein. Ils sont loin de nous là au niveau Oui, du ils level ont- c'est pas de du... bargitude. C'est un gros trip qu'ont eu les concepteurs du jeu où ça part avec des extraterrestres, avec vous avez des super Super-héros, pouvoirs, mais vous faites un peu encore partie d'un gang. Enfin, c'est un peu. Ça va grand super n'importe loin. C'est Bah, c'est c'est- ceux c'est- qui étaient avec avec GTA, ce côté très ouvert des mondes C'est ouverts, un monde ouvert vraiment barré quoi. mais avec un peu de la folie de base, quoi. C'est jouable. Ah oui, c'est jouable sans problème. On rentre dedans parce que ce qui est important dans un jeu vidéo, c'est que tu rentres pas dedans. Genre E.T. là sur 2600, t'avais pas envie de rentrer dedans. C'est dur, ouais, j'imagine. Ah non, je suis encore tombé dans un trou. Ah non, il faut que je remonte. Déjà, il fallait reconnaître E.T. Ouais, il fallait aussi éviter les espèces de mecs pervers qui te sautaient dessus. Là, enfin bref. Pour en revenir aussi, donc les rooms privés, là où donc on allait tester ce jeu, donc c'est des rooms qui sont dans l'espace presse et vous ne pouvez y accéder que si vous aviez été invité. Donc, sur heure de rendez-vous, j'avais organisé on va dire un planning, j'ai eu pas mal de rendez-vous et on a rencontré aussi les créateurs de Total War, pas Shogun, ce sera Total War Rome 2. Très, très intéressant, pareil. Enfin, on a des petits lieux, on se rencontre, on parle et on échange. Et là, donc, on vient après faire une interview, poser des questions sur le jeu. Et donc, tout ça est très, très, on va dire, plus intéressant que des fois des tables. Des tables, des rondes où en fait on est plusieurs journalistes, enfin pas journalistes, blogueurs, tout ce que tu vas poser des questions en même temps et c'est un peu pénible parce qu'on peut pas poser les questions qu'on veut. Là, l'intérêt c'est qu'on a des lieux de rendez-vous, de rencontres et on pose nos questions. Voilà, on est directement. face à face Voilà. avec les différentes personnes et on a toute leur attention et on leur pose les questions que l'on veut
et ils y répondent s'ils peuvent y répondre. Mais c'est vraiment un moment à part où on est vraiment avec les gens. C'est intime. C'est Voilà. plus intime, voilà. C'est le backroom. face to face. On parle que de jeux vidéo, bien sûr. C'est un peu, comment dire, assez étrange, puisque tout autour, il y a du bruit, du brouhaha, il y a des musiques, de différents stands qui se percutent les uns les autres. C'est encore, j'ai envie de dire, mieux réglé quand même que la Paris Games Week qu'on connaît ici, où ça boum boum dans tous les sens, où il y a un concours de celui qui fait le plus de bruit. Là, on va dire que le volume sonore est assez, on va dire, au même niveau. C'est constant, il y a pas, ça essaie pas de s'ébruiter les uns les autres. Quand on ressort pas, on n'a pas une tête comme ça, on a surtout les jambes qui nous font mal en fait. Ouais, tu marches toute les journées. Hein. Voilà. La taille, si on faisait une comparaison par rapport à la foire de Paris par exemple, c'est 2 fois plus grand. C'est, on va dire, à l'équivalent. On va plutôt dire ça par rapport à ce que les gens connaissent de ceux qui peuvent aussi se déplacer par rapport à la Paris Games Week ou la Japan Expo. On va dire c'est 2 fois la Japan Expo, c'est 2 zones de Japan Expo différentes et un au sous-sol qui doit être à l'équivalent aussi. Et les rooms private, par contre, c'est des petits espaces de 20-25 mètres carrés, voire peut-être plus. Voire plus, hein, parce que ça dépend en fait. Pour Saints Row, et on avait 2 sas. Il y avait un sas où il y avait la partie il y avait à peu près où 40 mètres carrés, ouais. Il y avait donc la partie où on pouvait filmer et les questionner les développeurs, et la partie où donc il y avait la pièce où il y avait toutes les consoles déjà prêtes et le jeu en bêta sur lequel on jouait. Donc après ça dépend aussi des différents constructeurs, parce qu'après tu vas avoir aussi des stands Electronic Arts, enfin des rooms privés Electronic Arts qu'on n'a pas vu mais qui doivent aussi être gigantesques puisqu'ils doivent présenter plein de jeux. Ça dépend aussi des budgets des différents organismes. Tout à fait. Mais là, je vois quelqu'un qui demande eCube contre Paris Games Week. J'ai envie de dire, il n'y a pas de contre ou de versus. On ne peut pas comparer, je crois, l'eCube à Paris Games Week, puisque la Paris Games Week, c'est quand même petit, j'ai envie de dire. Non mais là-bas aux États-Unis, à Los Angeles, c'est le truc. On peut pas comparer, c'est l'Amérique, ils n'ont pas les mêmes normes de distance que nous. C'est pas le même budget. Oui. Je rappelle aussi qu'en France, le jeu vidéo, il commence à peine à réémerger parce qu'on est bon, hein. Sachant qu'on est bon. On est bon, mais c'est frileux. C'est français à la base. Hein. Donc les Français, on est bon dans le vidéo game. Sauf que là, ça remonte timidement. Et on en parle. Le souci qu'il y a, justement, c'est bien d'en parler, parce que le problème, c'est qu'on dit qu'il y a des fonds qui sont mis en place, tout ça. C'est très difficile d'y avoir accès. On veut essayer de développer le jeu vidéo en France, mais c'est un marché toujours frileux en France. Et les seules boîtes qui marchent, on a Ubisoft, Quantic Dream, ou Dontnod maintenant. Sachant qu'Ubisoft est parti. Voilà. Mais est revenu, mais est parti au Canada. Et au Canada, là, ils ont des subventions. Oui, c'est ça qui est hallucinant. C'est ça qui est assez hallucinant. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on a de très bonnes personnes qui ont un très bon niveau dans le développement des jeux vidéo. Le souci, c'est que majoritairement, les personnes partent à l'étranger, faute de pas assez d'accès en France pour travailler dans le milieu. Après... on espère que ça va changer, quoi. C'est toujours ça, quoi. On espère toujours que ça va changer. Tout est possible. Hein. Si vous écoutez ce message, vous qui voulez investir dans le jeu vidéo français, vous êtes les bienvenus. Voilà, mais le problème, Et je peux faire la doublure de la bête. Le problème, c'est qu'après, il y a différents domaines qui sont développés. On a maintenant le mobile qui s'est développé, contrairement aux jeux console et PC. C'est différent, le marché, le business du jeu mobile. Le business du jeu mobile est différent, et... c'est aussi ce domaine-là qui est, on va dire, un peu frileux, puisque les gens ont une vision du jeu smartphone comme un jeu gratuit, comme étant du jeu gratuit et pas payant. Le fait de payer un jeu, c'est un petit peu obscur pour la plupart des gens. Et c'est, on va dire, le gros problème que rencontre ce marché. Donc il doit user de différentes astuces, d'une sorte de shopping à l'intérieur du jeu, pour que les gens veulent débloquer plus rapidement des niveaux, ou l'astuce de la publicité aussi. Donc voilà. Et qui est super chiante d'ailleurs, parce que ça te bouffe ça te bouffe merde. Je mets toujours les mots, ça te bouffe de la batterie, hein, parce que ça te tape sur le 3G et t'as pas l'air con. Donc voilà, donc c'est le problème du jeu mobile encore en France, puisque la mentalité des gens est je ne veux pas payer. Et, on peut comprendre, hein, on paye déjà de partout, à droite à gauche. Le souci, c'est que les jeux, même s'ils sont pas très chers, ils sont des fois à 79 centimes, c'est ridicule. Il faut savoir qu'il y a une partie qui part pour Apple, et quand je parle là par contre je parle de Apple, et une partie qui va revenir à la boîte, et c'est pas énorme au final le revenu qu'ils vont en tirer. Ça se comptera que sur des millions de téléchargements, quoi.
Et si les gens le téléchargent en l'achetant, quoi. Non, mais ça, c'est toujours Voilà. le principe on porte le principe de ils achètent, il faut acheter beaucoup. Bon, après, le smartphone, c'est pour du petit gameplay, c'est pour du C'est petit ça. jeu. Même si aujourd'hui, les portables, il y a des cartes 3D qui commencent à arriver. On peut jouer à des jeux 3D, du gaming. Mais c'est pas encore ça. Le vrai, les vraies émotions, le fait de rentrer dans un game, c'est sur son écran, quoi qu'il arrive. Et je pense qu'on peut comparer quand même maintenant les jeux de smartphone à l'équivalent des bandes d'arcade de l'époque où c'est des jeux rapides, courts. Et au lieu de mettre des RPS pour continuer à jouer, on refait une partie parce qu'on a un peu de temps encore. C'est des parties qui doivent durer pas plus de 1 à 2 minutes. C'est les gens qui rapidement dans le métro vont jouer ou des gens rapidement pendant qu'ils attendent dans la salle d'attente. Il faut que ce soit des parties amusantes, courtes et qui redonnent encore envie d'y retourner dessus. Et donc c'est un gameplay qui doit être adapté pour ce genre de personnes-là. Et voilà, faut étudier le marché encore une fois pour pouvoir adapter des jeux qui permettront de faire venir des sous-sous dans la poche. Et puis c'est pas forcément gratuit puisqu'en fait Voilà. tu payes avec ton temps de cerveau disponible avec la pub. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Vaut mieux peut-être acheter le jeu, lâcher 1 euro ou 2 que se ramasser de la publicité en continu dessus. Ok, avez-vous des choses à rajouter, même vous sur le chat, avez-vous des questions? Voilà, il y avait Voilà. Doug là tout à l'heure qui parlait du fait que la question du jeu préféré du créateur de Galaga, n'importe quoi, Non, de Metal Metal Gear, Gear. c'était Galaga. Oui. De bande d'arcade. Ce Ah jeu. oui. Un autre, sur la réalité augmentée, vous avez vu des choses intéressantes sur de la simulation de vol, par exemple, sur le... Simulation de vol, non, j'ai y a pas pas vu de de simulation de vol, mais en jeu proprement parlé, donc on avait les Saints Row, on a vu vite fait Assassin's Creed 4, mais... Et la 3D, tout ce qui est... Parce que nous, voilà, on a vu la performance de Mm. Metal Gear, le prochain qui va sortir, là, qui est... voilà. Mais quand je parle de 3D, c'est 3D genre lunettes. Ah, est-ce non, que vous avez non. regardé ce genre de jeu, ce qui fait quelque part que ça te renfonce encore plus dans cet Non, univers il n'y a, du pas eu videogame. il y a pas eu grand-chose qui a été développé dessus. Je pense surtout que dans le salon, ça n'a pas pu être vraiment mis en avant parce qu'il faut quand même un peu une logistique derrière pour avoir toutes les lunettes, etc. Donc ils sont restés assez simples, montreront les jeux de façon plus naturelle avec juste l'écran. Ouais. Ok, on va se donner un petit peu de temps, on va réfléchir, on revient tout de suite après. Je vous rappelle qu'on a un chat, hein. Il y a du monde là, j'ai chauffé le chat pour une fois, pour Olivier, il va être content. Il va être content, il va avoir du monde dans son émission. Non, je déconne, il y a beaucoup de monde dans son émission à chaque fois. Je suis son chauffeur de salle, à ce qui paraît. Donc Radio Ici Maintenant 95.2, c'est Cyberculture aujourd'hui. Sur la radio Ici Maintenant, on parle d'informatique. Et là, spécialement, je suis avec Anya et Brice. Et on parle de l'I3. Si vous avez pris, ouais. voilà, si vous avez pris le Bon, on pourra- e-cube, si vous avez pris l'émission en cours. On pourra parler pour la suite de la Ouya, puisqu'il y a des personnes qui voudraient qu'on leur avance un petit peu quelques Ouais. informations. On se retrouve tout de suite après ça.
Sans les mains. Radio Estimateur 95.2, c'était Limitless, hein, le film. Hein, je sais pas, tu as peut-être reconnu. Tu l'as vu le film Limitless? Limitless, non, je l'ai pas vu. Ah, faut le regarder. Hein. Ouais, Toi, tu l'as vu, toi? Toujours pas. Toujours pas. D'accord, bon, c'est pas grave. Donc c'est un extrait donc du soundtrack, hein, le soundtrack qui est les musiques de films que j'aime bien. Donc c'est Happy Pills. Faut regarder le film pour comprendre. D'accord. Ok. Bah, on est avec Anya et Brissy. On parle de l'e-Cube League, tout simplement cette rencontre qu'il y a une fois par an aux États-Unis dans le jeu vidéo. Donc c'est énormissime. Et vous étiez il y a quelques semaines d'ici. Vous voulez rajouter quoi là-dessus Qu'on a pu y aller. En on a déjà avion. pu avoir nos accréditations déjà aussi parce que Pas en bateau. il faut être accrédité et on peut dire merci à PlayerOne.tv. Donc c'est un ami à moi qui fait beaucoup de vidéos sur le web, sur les jeux vidéo. Donc voilà, donc c'est playone.tv le site Player1.tv, internet. Ok, Player1. ouais. Ok. Donc voilà. Et qu'est-ce que je vais ajouter en plus que l'e-Cube, donc déjà, hormis que ce soit un très très grand salon, on a donc les stands à l'extérieur et il y a une personne qui avait envie de parler de la Ouya, à ce que j'ai vu. Donc qu'est-ce qu'on en pense de la Ouya? On a pu la tester aussi, donc on va pouvoir vous en dire un petit quelque chose. Donc on l'a testé avec un des créateurs, je crois, de GTA apparemment, enfin un qui était sur la conception de GTA et d'autres qui étaient sur la conception de Skyrim, c'est ça aussi? Diablo 3. Diablo 3, ouais, Diablo 3. Donc ça s'en ressent beaucoup au niveau du gameplay, puisqu'on nous a montré un jeu qui donc était un RPG, donc plus axé, on va dire, univers Diablo 3. Vu de côté, un peu à la Castle Crasher, puisqu'il y avait 4 personnages qu'on pouvait contrôler. C'était assez rigolo. Le truc, c'est que c'est pas encore, j'ai envie de dire, fini, puisqu'on a eu pas mal de petites démos, et ça donc... on n'aura pas grand chose à vous en dire là-dessus, mais la petite console marche très bien, ça fonctionne. Voilà, on a pu constater Donc, que ça fonctionnait, que c'était quelque chose de fonctionnel, que Voilà. les jeux, la sensation de jeu était quand même comme n'importe quelle console. Après, de dire qu'après c'est une révolution ou autre, c'est... Il y a une question du chat qui est peut-être un peu mal formée, mais est-ce que vous avez vu par exemple des jeux sur Linux là-bas? Les Ou jeux de sur loin. Linux, non, on a juste eu des pubs sur prochain téléphone portable de Linux. Oui, c'était plus Android. Voilà. Ok. On a eu plus Android et par contre, pour revenir à la Ouya, on a eu beaucoup de pubs sur la Snapdragon. Donc je sais pas s'il y a des gens qui savent ce que c'est que la Snapdragon. Non, mais je sais pas. Donc dans la Ouya, il y a une Snapdragon, c'est c'est un une puce. mini ordinateur comme ça, pas plus gros, enfin c'est un petit composant quoi. Et dedans, on a donc tous les accès, on peut le connecter à Internet, ça peut tourner, ça peut nous faire tourner des jeux comme on veut. Enfin bref, c'est un mini système qui marche très bien. Et comme ça fonctionne apparemment aussi, ça va fonctionner aussi avec Internet puisque où ça sera toujours des mini-jeux. Puisque là, on n'avait pas Internet, je pense, à mon avis, pour la console, pour les jeux qu'on avait testés. Il me semble pas. C'était en local. Tout C'était était en local, donc déjà ça fonctionne en local, donc système qui fonctionne en local, et par la suite télécharger les jeux, je crois, sur internet, si c'est ce que j'ai vu. Donc c'est un système qui fonctionne avec, j'ai pas envie de dire bêtises, je crois que c'est Android. C'est avec Android, Ouais. normalement, là où il y a. Donc voilà. Donc Snapdragon qui était présent sur le salon, mais en extérieur. Voilà. Il y a quelqu'un en plus qui vient de mettre, qui vient de mettre un lien vers la Snapdragon. La puce La puce Snapdragon, voilà. Donc c'est assez intéressant, c'est vraiment petit, et encore là apparemment il la trouve trop grosse déjà la petite boîte. J'ai envie de dire, ouais, ça doit faire allez 8 par 8 au niveau 8 par 8 cm. C'est un tout petit C'est cube, vraiment hein, tout oui. petit cube, hein. C'est pas énorme. Et au niveau du tarif, ça va, oui, en plus, c'est pas très cher. Nous, on avait donc là-bas, les tarifs étaient de $99, si j'avais su. Parce que là, ils vont la vendre apparemment à 199 euros, c'est ça? Donc voilà. Donc, C'est une espèce de petite tablette, c'est ça? c'est ça. Parce que j'entends regarder la démo. Enfin là, il Alors, montre. ça, c'est non, là, il la montre puce, sur hein. un. C'est la puce. C'est en fait le Snapdragon, c'est une puce que tu peux mettre dans différents appareils en fait, qui a une puissance de calcul. Ok, mais par contre, ça, faut que l'appareil il soit compatible avec cette puce. Tu peux pas, Ah ben après l'appareil il est fait autour de la puce. tu peux pas le mettre ça sur le crâne à vodka, par exemple, pour Non, qu'il on change. peut pas. Non, on peut pas. Ouais. Ah merde. On pourra pas l'aider intellectuellement avec une puce Snapdragon. Ok. Alors pour ceux qui disent qu'ils ont précommandé leur Ouya en janvier et qu'ils n'ont toujours pas de nouvelles, rappelez-vous, je crois qu'il y a un bateau de transport de marchandises qui a coulé. Ça c'est Prez qui l'avait mis sur internet.
président de Emo5, qui se doute que Saouya devait être là-dedans aussi. Donc voilà, peut-être que c'est la grande réponse à la grande question. Et ouais, ça Elle reviendra. coule au fond de Ça l'eau. reviendra. Voilà, C'est le Titanic, tout à fait. c'est sans personne. Mais en gros, voilà, donc la Ouya, j'ai envie de dire que c'est une nouvelle machine qui essaie de faire sa petite place sur le marché. Je pense qu'elle n'a pas grand-chose à envier aux plus grandes, puisque de toute manière, elle a un autre esprit, une autre, on va dire, un autre public qui va aller s'axer dessus, et qui n'est pas les mêmes attentes que les grosses consoles. Voilà. Donc après, je pense que chacun aura son intérêt dessus. Si les gens ont envie d'acheter une Ouya, ils en achèteront une, et ils auront leur raison. Encore une fois, pareil pour les gens qui achètent des consoles, comme pour les gens qui ont un PC plus qu'une console. Voilà. J'ai envie de dire, faut peut-être arrêter de lui dire qu'elle n'avait pas sa place à l'IQ. Je pense que oui. Pour des gens qui ont envie de la voir, surtout qu'on en a entendu parler sur Kickstarter et qu'on l'a pas vue en vrai, puisque ça se passait tout à l'étranger. Là, on la voit en vrai. Elle est présente sur un. Donc Kickstarter, c'est une console. Non, Kickstarter, c'est pas une Non, console. non, je ouais. me suis embrouillé. Kickstarter, donc c'est un site qui permet de Oui. trouver des financements pour Tout à fait. pour fabriquer donc ces fameuses consoles. Donc c'est des gens qui ont demandé un budget. Je crois que c'était combien de dollars ils demandaient à la base? Ils demandaient pas 60 ou 100 000, je sais plus. Je crois que c'était 60. Et ils ont eu 1000% de plus par rapport à. Mais c'était énorme, je pense que c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils auraient un stand à l'eCube. Donc pour les gens qui avaient envie d'aller découvrir la console en vrai avant ou aller l'acheter directement là-bas, ils pouvaient. Je pense que ouais, c'était bien. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa d'avoir une approche de la Ouya en direct là-bas. Et on peut dire qu'ils se sont bien amusés eux, par contre, parce que les derniers jours, ça te fait à mort. Hein. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, parce que le stand de la Ouya était à l'extérieur, donc n'était pas dans l'événement eCube. Il y avait d'autres petits stands qui étaient à l'extérieur. Il y avait d'autres petits stands, mais justement, c'est comme il faisait beaucoup la fête et que le son était assez fort, il y a quelques camions qui sont venus sur le tour tout autour de l'événement pour un peu cacher ça, mais ils sont pas privés de continuer à monter le son, et donc on les entendait de loin. Parce que bon, il y a eu des petits soucis apparemment, mais bon, ça, je n'ai pas été sur les lieux ni présente sur ce qui s'est passé, donc je pourrais pas vous en dire grand-chose. Apparemment, ils n'avaient pas le droit d'être là, apparemment. Donc voilà, mais bon, ils étaient présents. Moi, j'étais plutôt contente qu'ils soient présents pour aller voir un peu ce que donnait la Ouya, puisque c'est bien d'en avoir une vue sur Internet, une présentation par des gens qui expliquent ce qu'ils veulent faire, machin. Je pense que le mieux c'est de toucher en réel et de faire sa propre idée. Voilà, tout à fait. Et donc il y avait d'autres comment dire, constructeurs qui étaient à l'extérieur, enfin de petits, donc il y avait Snapdragon qui était à l'extérieur, on avait Pac-Man 3D, Pac-Man is back en 3D. En 3D, ouais, qui est très intéressant. L'adaptation qu'ils ont fait était assez sympa. Je ne l'ai pas trouvé dégueulasse, moi, personnellement. C'est tout vu dessus ou en mode... Troisième personne. Sur des plateformes. C'est un jeu de plateforme, voilà. Donc ça reprend le traditionnel, enfin qui mange des petites billes, voilà. Et il y a les fantômes qu'il faut... Avec les pas de gomme. Voilà. Donc Pac-Man is back est plutôt un très bon jeu. Moi j'ai bien aimé. Je pense que les gens vont voir tout de suite, c'est un peu comme le dernier Pac-Man qu'on avait, Championish, ce jeu qui est une vraie drogue. J'essaye de m'en sortir, pardon. Donc c'est déjà un très très bon jeu addictif, et là par la suite la version 3D est assez sympathique. Je pense pas qu'il sera addictif, mais intéressant en tout cas dans la version adaptation 3D. Voilà. Et en parlant des jeux un peu coup de cœur, qui nous ont impressionnés, moi pour ma part j'ai été impressionné par l'adaptation de Diablo 3 sur console. Moi je suis un joueur de Diablo 3 sur PC, et le voir sur console, je disais que c'était une hérésie, que ça allait pas marcher, que la jouabilité serait vraiment pas présente. J'ai eu l'occasion justement d'avoir la manette en main, de jouer à 4 sur la PS3. Point positif, c'est totalement jouable, c'est addictif aussi du coup. On a pris un peu de plaisir à jouer. Il y a quand même un bémol, c'est qu'on est quand même sur une console, une PS3, et la qualité graphique était vraiment médiocre. Alors je sais pas si c'était parce que c'était en développement, mais par rapport à ce qu'il y a sur PC,
le graphisme n'était pas présent, quoi. Mais sinon, j'étais agréablement surpris justement que ce gameplay marche sur console. D'un autre côté, j'ai eu un autre jeu, donc World of Tanks, c'est aussi un jeu que je joue sur PC. Je vais peut-être me faire charrier là-dessus. Mais donc j'ai eu l'occasion de le tester sur console, et là par contre le gameplay n'était pas du tout là, et pas possible de jouer. En fait, tu avais les touches inversées et tu voulais pas mettre start pour te les remettre à l'endroit. Parce que tu n'avais pas quitté la partie. Donc c'est quoi, ça j'ai une question, une petite dernière question avant de faire la conclusion. J'ai entendu, alors c'est une question Zigo de Shanghai en plus. J'ai entendu dire que le pad de la Ouya est de mauvaise qualité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non. Ça m'a pas marqué. Ça m'a pas marqué non plus. J'ai trouvé la manette très confortable ergonomiquement. J'avais rien à dire. Ça se jouait très très bien en tout cas. Ça ne m'a pas du tout. Comment on pourrait dire, ça m'a pas du tout marqué. Ça a pas fait de, il n'y a pas quelque chose de positif ou négatif dessus. On a pris le pad, on pouvait jouer, on comprenait assez vite. Non, il y a une bonne prise en main. On trouvait les touches assez rapidement. J'ai envie de dire que là, toutes les manettes qui ont été présentes au salon avaient toutes une bonne prise en main. J'ai pas eu de retour négatif sur les prises en main de toutes les consoles, quoi. Ok, juste avant de faire la conclusion. On va aller dans le highly illogical. À tout de suite. From far beyond the galaxies, I've journeyed to this place to study the behavior patterns of the human race. And I find them highly illogical. Girl meets boy. They fall in love. She says he's everything she's dreamed of. But when they get married, before he's aware, she changes his habits, the way he combs his hair. She changes him to someone he's never been, and then complains he's not like other men. Now really, I find this most illogical. Take the case of your automobiles. Greatest invention since man discovered wheels. Hydromatic overdrive, floor on the floor. Push-button windows, push-button doors. Double-barrel carburetors rush you any place, but you never can find a parking space. Highly illogical. Take the case of modern man. He works all his life, gives it all he can, saves all his money, works overtime, pinches every penny, banks every dime. All he can think about is money, but you know that he can't take it with him where he's going to go. Now I find that fascinatingly illogical. Now is the time to journey home, to tell of what I've learned. My people, I believe, have every right to be concerned. For in spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a mess of Earth, they'll move to outer space. Well, there goes the neighborhood. Totally, completely, absolutely, irrevocably, highly illogical. Radio Cinémateur 95.2, c'est la fin de l'émission. On va conclure. On est avec Anya et Brice et on a parlé de l'I3 parce que vous y étiez. Et on va conclure à tout ça sur le jeu vidéo. Donc ne pas en abuser. Il y a des super beaux jeux vidéo aujourd'hui qu'on connaît. Hein. Il y a des jeux pas forcément que de guerre, des jeux qui sont là pour nous faire sortir de notre quotidien, et ça fait du bien de jouer aux jeux vidéo. J'espère vous revoir au moins. Et après toi, on peut te retrouver tu fais des podcasts, hein, tu m'as dit, sur le web. Je fais des podcasts, donc je suis dans la communauté FreePod. Ok. Donc on peut me retrouver sur Cinécast. Ok. Et bientôt, j'espère, les gameuses, on va enfin lancer notre podcast audio, puisque ça, je l'attends depuis un petit moment. Donc toi, tu es une grande passionnée du jeu vidéo. Elodie, mais voilà aussi. Brice. Et à côté, j'écris souvent sur le blog de Les Gameuses. Voilà. Ok. C'est quoi, c'est ton site ? Non, c'est pas mon site, c'est le site de Cassila. Ok, mais tu t'es bien posé dessus aussi. Moi, j'écris dessus. Ok, fait. donc c'est lesgameuses.eu.
Ok, donc c'est un peu du mal à taper les gameuses, hein. Vous tapez sur Google ou sur votre moteur de Tapez recherche. sur nous, ne nous tapez pas. Sur votre moteur de recherche préféré, hein. Je n'ai pas dit de publicité. Hein. Voilà. Voilà. Merci d'être venu. Attends, on va peut-être finir, on va pas aller trop vite sur la conclusion. Oh, hein. On va retrouver Olivier d'ici quelques instants, bien sûr. Restez connectés sur le chat, hein, parce qu'Olivier, il a pas le même humour que moi. Je vais juste mettre le siège à sa taille. Il aime bien quand je le taquine. On peut apporter un petit Vas-y, plus vas-y, à la fin de la conversation, puisqu'on a testé aussi un autre jeu qui s'appelle Beyond Two Souls. Je pense qu'il y en a certains qui doivent l'attendre et qui doivent le guetter. Donc c'est le prochain jeu de Quantic Dream, pas une suite, mais dans la chronologie, l'ancien c'était Heavy Rain. Et pour le moment, on peut dire qu'ils ont encore un petit peu de boulot à faire pour le rendre, puisqu'ils vont le sortir apparemment octobre-novembre, dans ces eaux-là. Il me semble que c'était novembre plus que octobre, mais j'ai pas envie de dire de bêtises là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe là, on suit une jeune fille qui a 2 âmes. Donc, la sienne et une autre qui est invisible. Et on doit évoluer avec cette autre âme. Le problème, donc là, on a eu une petite démo qui se passait en fait apparemment dans un pays africain où c'est la guerre, et c'est la misère, et c'est la galère. Donc, la prise en main avec la deuxième âme est assez... Alors, au début, quand on ne sait pas lesquelles touches, c'est un peu laborieux parce qu'il n'y a pas encore les petits feedbacks visuels sur votre écran pour vous indiquer comment switcher. Il faut faire ça. Voilà. Le problème qui manque, je pense, c'est encore les petits feedbacks pour savoir comment switcher avec l'autre personnage. Et par la suite, je pense que ça peut être pas trop mal. Après, il manque encore des feedbacks de gameplay pour enchaîner certains enchaînements pour les QTE. Voilà. Rappelons-le, c'est un jeu à QTE. Qu'est-ce que le QTE ? Le QTE, c'est du Quick Time Event, c'est-à-dire des actions à faire en temps réel sur l'écran. C'est-à-dire qu'ils vont nous indiquer sur quoi appuyer rapidement pour que l'action s'effectue. Ok, un petit peu ce qu'a essayé de faire avec la Wii U où tu as la deuxième manette pour la participation sur un game. Non, puisque ça n'a aucun rapport. Le Quick Time Event, ça s'est vu sur des vieilles consoles, et en l'occurrence, là où ça a été vraiment émergent, c'était avec Shenmue, le jeu. Où on avait des moments d'action, il fallait vite appuyer sur un bouton pour esquiver pendant qu'on courait une plateforme ou sauter par-dessus une table. Voilà, c'est ça. Ok, merci à vous d'être venu. J'espère que peut-être si tu as d'autres trucs à dire dans le domaine du jeu vidéo, tu es la bienvenue. Hein, et bien sûr, Brice aussi. Voilà. Donc je vais conclure. Et là, il vient de me voler ma souris. Salut, bonjour à tous. C'est quoi ton C'est le premier là. Okay. T'arrives pas à voir. Mais t'as la bonne blague. Hein. Ouais. Et voilà, je viens de me faire chasser encore une fois. Merci d'avoir suivi l'émission Cyberculture. On retrouve Olivier avec la outline. Parce qu'il faut bien qu'il ait une émission et je mets le siège à sa taille. Salut à vous les chatteurs. On se retrouve peut-être d'ici quelques instants. Je vais essayer de voir s'il m'invite à son émission. Allez, salut. Merci à vous. Ciao. Au revoir. Salut. Radio Estimaton 95.2. Là, on va juste faire une petite modification technique. Donc, il risque d'avoir une petite coupure FM. Ne vous inquiétez pas. On retrouve Olivier d'ici quelques instants. Merci à vous et excusez-nous.